Rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Nous vous remercions d'être présents parmi nous pour participer à cet événement important sur la mise en œuvre du Code de commercialisation des substituts du lait maternel en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis Anne-Sophie Ledin, spécialiste en nutrition au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vais commencer cette session en passant en revue quelques conseils pratiques pour faciliter votre participation à l'événement de ce jour. Nous avons le plaisir de confirmer que la traduction en direct est disponible en anglais, français et portugais. Slide. Veuillez bien sélectionner votre langue préférée en utilisant l'icône d'interprétation en bas de votre fenêtre Zoom. Vous voyez un petit globe. Vous pouvez aussi couper le son d'origine pour ne pas avoir de retour. Nous vous encourageons à vous présenter dans la boîte de chat en envoyant un message à tous les panélistes et participants. C'est avec grand plaisir que je vois que beaucoup de personnes ont déjà commencé à se présenter. Nous allons ensuite, pendant le webinaire, vous pouvez aussi utiliser la boîte de chat pour demander de l'aide ou pour continuer à vous présenter. Si vous avez une question à poser à l'un des présentateurs, veuillez utiliser la zone de Q&A que vous voyez aussi apparaître dans le Zoom. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et qu'il sera rendu disponible ainsi que les questions et réponses sur le site web Stronger with Breast Milk Only que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, entre autres. Il y aura aussi d'autres façons d'accéder à l'enregistrement. Ce webinaire est organisé par les partenaires régionaux et la WAO dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du Code de commercialisation des substituts du lait maternel. Il s'inscrit aussi dans le cadre de l'initiative régionale Plus fort avec le lait maternel uniquement. Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de participer au webinaire qui a été organisé au niveau global il y a quelques jours. Donc, les objectifs de cet événement de ce jour, le premier, souligner le rôle du code et des résolutions de l'AMS dans la protection de l'allaitement maternel. Le second est de décrire l'état de la mise en œuvre du code dans la région et de souligner les goulots d'étranglement. Présenter les outils NetCode, présenter les leçons de l'expérience des pays en matière d'utilisation des outils NetCode et d'autres outils de suivi, avec la chance d'avoir aujourd'hui le Nigeria et la Côte d'Ivoire parmi nous, et également encourager les pays à élaborer des plans d'action pour la mise en œuvre du code. Slide. Je vais maintenant vous présenter les intervenants de ce jour que vous avez le plaisir de découvrir sur votre écran. Nous aurons d'abord le plaisir d'écouter Dr Namoudou de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui prononcera le mot d'ouverture. Nous passerons ensuite à Manisha Taraneh de Live and Thrive qui modérera la première session de ce webinaire. Après la première session, nous accueillerons Anna Bekele de l'OMS. Elle modérera la deuxième session qui permettra de partager les expériences de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. À noter que les intervenants dans chaque session seront ensuite présentés par les modératrices. Enfin, pour le Q&A, Edouard Zerbo, Akoto Osei et Hélène Sokol, respectivement de IPFAN, HKI et UNICEF, ainsi que les présentateurs répondront à vos questions en direct dans la zone de questions-réponses. Certaines questions ne pourront peut-être pas être malheureusement répondues en live et dans ce cas, nous vous partagerons une synthèse écrite de l'ensemble des questions et réponses pour pouvoir faciliter le suivi post-webinaire et s'assurer que chacun d'entre vous ait des réponses à ces questions. Sur ces mots et sans plus attendre, je donne la parole à Dr Namoudou Keita de l'OAS. L'OAS est une institution spécialisée de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Dr Keita est un spécialiste de santé publique et de médecine sociale en charge de coordonner le programme de soins de santé primaire de maladies non transmissibles, y inclut la nutrition, à l'OAS. Dr Keita, la parole est à vous. Merci beaucoup Anne-Sophie. Mesdames et messieurs les co-organisateurs de ce webinaire, mesdames et messieurs
les points focaux de l'OAS en matière de nutrition. Chers participants et invités, avant tout propos, je tiens à vous transmettre les chaleureuses salutations du directeur général de l'OAS, le professeur Stanley Okolo, et le directeur du département de soins de santé, le docteur Kofi Boussia, qui remercie très sincèrement les partenaires de l'OAS, en particulier les membres du groupe régional de travail sur la nutrition, pour leur engagement et enthousiasme dans l'organisation de cet important webinaire à l'occasion du 40e anniversaire de l'adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. L'OAS se réjouit à plus d'un titre de cette initiative commune, car en effet, son plan stratégique actuel de renforcement des interventions de nutrition 2018-2025 est de contribuer à la création d'un environnement favorable à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle en renforçant la résilience des populations dans l'espace CEDEAO. Un des résultats intermédiaires de ce plan porte sur le renforcement des capacités de régulation. Dans le projet de courrier qui va faire partie. Est-ce que je continue? Il y a des interférences? Oui, parce qu'il faudrait qu'on dise qu'on a... Ça fait partie de l'accord. Bon, on peut enlever si vous pensez que ça peut faire traîner. Mais sinon, c'était au-delà de l'accord de siège que nous demandons. Il y a des interférences. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Oui, continuez. Alors, je disais qu'un des résultats intermédiaires du plan stratégique de l'OAS porte donc sur le renforcement des capacités de régulation, de mise en œuvre des interventions à fort impact en nutrition. Ce résultat intermédiaire englobe, entre autres, la promotion du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 1981. Le monde était préoccupé à cette époque par le fait que la commercialisation agressive et souvent inappropriée des substituts du lait maternel contribuait à un déclin alarmant de l'allaitement maternel et à l'augmentation de la malnutrition, de la morbidité et de la mortalité des nourrissons et des jeunes enfants dans le monde entier. 40 ans plus tard, nombre de ces pratiques se poursuivent encore ici même dans notre région. On note aujourd'hui que les entreprises dépensent des milliards pour promouvoir ces produits et ont même quadruplé la publicité pour les laits des tout petits entre 2006 et 2015. Au niveau mondial, il s'agit de la catégorie des substituts du lait maternel qui connaît la plus forte croissance. À Dakar, une étude récente a identifié 15 marques différentes de lait maternisé en vente. Et les agents de santé restent bien sûr des cibles privilégiées pour le marketing des substituts du lait maternel. Aujourd'hui, par exemple, dans ce webinaire, une présentation vous sera faite sur les résultats d'une enquête récente qui a été menée en Côte d'Ivoire pour déterminer la fréquence des activités promotionnelles pour les substituts du lait maternel et quelques exemples de ce que les auteurs ont découvert. Comme vous le savez, le code n'est pas un instrument exécutoire. Il doit être traduit en loi, règlements et mesures nationales. Et cela constitue encore de nos jours un défi majeur dans notre région. C'est pour cela, l'état de mise en œuvre du code dans les pays de la région fait partie des sujets qui seront présentés dans ce webinaire sur la base des résultats du rapport 2020 de l'OMS. Parmi les pays qui ont réglementé la commercialisation des substituts du lait maternel, seul le Nigeria dispose des procédures pour contrôler et faire respecter la loi. Les représentants de l'agence de réglementation nigériane, NAFDAC, sont avec nous aujourd'hui pour partager leur expérience et les leçons apprises. Le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur le suivi de l'application du code et des lois nationales associées, car il s'agit de l'aspect le plus faible de la mise en œuvre du code dans la région. Nous attendons avec impatience les prochains webinaires
et le partage des ressources sur d'autres aspects, notamment le plaidoyer et l'adoption des mesures nationales fortes. Je vous encourage donc à une participation active à ce webinaire en débattant des questions d'importance capitale pour faire avancer l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Sur ce, je déclare ouvert le webinaire sur 40 ans après l'adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Keita, pour ces mots de bienvenue. Nous allons maintenant passer à la première session de ce webinaire. Elle sera animée par Manisha Taranet, qui est directrice de programme pour Afrique de l'Ouest pour Alive and Thrive. Manisha Taranet a plus de 18 ans d'expérience dans le développement, le management et le suivi de programmes de santé et de nutrition à grande échelle en Afrique subsaharienne et également en Asie du Sud. Manisha, la parole est à vous. Merci, Anne-Sophie. Good morning, good afternoon, and a warm welcome to you all. We have a great panel of speakers today to introduce the code and provide an update on the status of its implementation in West and Central Africa. I'm happy to introduce our first speaker, Ellen Sokol. Ms. Sokol has been a legal consultant to the UNICEF West and Central Africa Regional Office since 2018. Previously, she was a legal advisor to IFAN's International Code and Documentation Center. She works mainly on issues related to the International Code and infant and young child feeding. In 2007, Ellen co-authored Protecting Breastfeeding in West and Central Africa, 25 years implementing the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes. Over to you, Ellen. Thank you, Manisha. Thank you very much. To the next slide. Okay. So I'm going to give a brief summary of the code and the relevant World Health Assembly resolutions. I'll also explain the legal status of the code and the resolutions. And finally, I'll share the status of implementation of the code among the countries in West Africa. The code prohibits all advertising and other forms of promotion to the general public. That includes advertising in all types of media, such as television, radio, newspapers, the internet, by billboards. It prohibits special displays of products in stores, pharmacies, and other places where products are sold. It also prohibits free product samples, gifts to parents, as well as direct contact with mothers or families by marketing personnel. And the code prohibits all promotion in the healthcare system. Infant food companies should not be providing or distributing posters, other items such as growth charts or gadgets. Companies may not give gifts or incentives to health workers and outro produto que motiverait outra coisa é que nós temos within the healthcare system. There's also an article in the code dedicated to information and educational materials on infant and young child feeding. Any such materials must be objective and consistent, and the article also requires that these materials should include certain elements related to breastfeeding, and it prohibits references to brands of products within those materials. Another article is devoted to product labeling. So labels of all food products covered by the code must provide the information that's necessary to ensure the appropriate use of the product. The labels should be designed so as not to discourage breastfeeding. For example, all product labels have to include preparation instructions and the required warnings about the health hazards of using the product or about improper preparation. And labels may not display pictures of infants or other images that may idealize infant feeding. And the article on product quality states that all the products within the scope of the code must meet applicable standards recommended by the Codex Alimentarius Commission.
The scope of the code describes the products that are covered by the code. And Article 2 of the code states that it applies to infant formula, other products marketed as breast milk substitutes, as well as feeding bottles and teats. Over the years, since the code was adopted, there's been a lot of ambiguity about what exactly is a breast milk substitute or what is meant by something marketed as a breast milk substitute. For some history, when the code was adopted, follow-on milks and growing-on milks, also called toddler milks, did not exist. Infant formula from birth was the only substitute for breast milk. So in many countries, companies did stop some of their advertising and promotion for the formula specifically for infants from birth. But in order to get around the restrictions of the code, they launched new products for older infants and for young children and claimed that those products were not breast milk substitutes. In the slide, you can see that the labels of those three products are very similar and the logos are the same. So advertising one of those products serves to advertise all the other ones. So when countries draft national measures, they need to be very clear about including these products within the scope. If not, they leave open a wide gap for companies to promote products in a way that discourages breastfeeding, and especially exclusive breastfeeding for 6 months and continued breastfeeding for up to 2 years and beyond. The World Health Assembly has clarified the definition of breast milk substitutes in a recent resolution that I'm going to discuss in a minute, but first, I'm going to go ahead and explain the legal status of the code and the resolutions. The code was adopted by a resolution of the World Health Assembly in 1981. A resolution of the World Health Assembly is not a binding instrument, such as a treaty or a regulation. A resolution is a recommendation, but as a recommendation of the World Health Assembly, it does carry weight as a judgment on health from the highest international body in the field of health. Resolution 3422, by which the Assembly adopted the code, urged member states to support implementation of the provisions of the code in its entirety. And it urged them to translate the code into national legislation, regulations, or other suitable measures. The code is not enforceable on its own. Countries must adopt enforceable legislation or regulations. Since 1981, the World Health Assembly has adopted 18 resolutions that have relevance to the code, and as resolutions, they carry the same weight as the one that adopted the code. Next, some of the topics that those subsequent resolutions have addressed include a confirmation of the 6 months as the optimal duration of exclusive breastfeeding and for the timing of complementary feeding, strongly declaring that there should be no donations of supplies of breast milk substitutes in any part of the healthcare system. A few resolutions emphasize that financial support for health professionals must not create conflicts of interest. And most recently, the 2016 resolution calls for member states to implement the WHO guidance on ending inappropriate marketing of foods for infants and young children. So Resolution 69-9 that was adopted in 2016 welcomed that WHO guidance. And this resolution was a response to growing concern that the promotion of breast milk substitutes and some other commercial foods for infants and young children was continuing to undermine progress in optimal infant and young child feeding. The guidance includes 7 recommendations aimed at controlling the marketing of foods and beverages that are targeted towards children under the age of 36 months. Our next speaker is going to go into more detail about that WHO guidance, but I wanted to draw your attention to one of the recommendations because it specifically addresses the question that I raised earlier about what is a breast milk substitute. So you can see recommendation 3 states that a breast milk substitute is any kind of milk specifically marketed for feeding infants and young children up to the age of 3 years, including follow-up formula and growing up milks. That is from recommendation 3.
Okay, so in the last part of my presentation, I'm going to share the status of implementation of the code in our region in West and Central Africa. So the information on this slide is based on the 2020 WHO status report of national implementation of the international code. And some additional information was provided to us by the UNICEF country offices. The WHO report categorizes countries according to how well aligned their national provisions are with the provisions of the code and the resolutions. The report designates 4 categories, and the first category includes countries that have measures that are substantially aligned with the code. The 3 countries in green on the map fall into this category, and they include Gambia, Ghana, and Nigeria. The 8 countries that are in yellow have measures that are moderately aligned with the code. They include Benin, which is actually in the process of reviewing its 1997 decree, Burkina Faso, which did repeal the decree that was evaluated for this report and has adopted a new one just this year. It also includes Cape Verde, Chad, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, and Mali. The 4 countries in pink have implemented only some of the provisions of the code, and they include Cameroon, Guinea-Bissau, Niger, and Senegal. Niger and Senegal are both in the process of revising those measures. The 7 countries represented in red and listed on the other side of the map have not yet adopted a measure to implement the code. They include the Central African Republic, Equatorial Guinea, Liberia, the Republic of Congo, Sierra Leone, and Togo. The countries that are marked with an asterisk have begun working on code implementation. And we also learned that earlier this year, Sierra Leone completed drafting a bill which has been gazetted for consideration in Parliament. And we can congratulate Mauritania and Sao Tome and Principe, which each adopted a law in 2020. Those laws were not categorized in the 2020 report because the information was received after the report was completed. If you find that any of this information is not up to date, please let us know. So in closing, I just want to say that the map shows that there's still a lot of work to be done in the region before every country has adopted a measure or revised an existing one in order to implement all of the provisions of the code and the relevant WHA resolutions. Thank you so much for your attention, and I'm handing it back to Manisha. Thank you, Ellen, for that excellent presentation and for all the updated information on toddler milk, and for encouraging countries to translate the code into adoptable national provisions. Our second panelist is Professor Richmond Ayete. Dr. Ayete is the Associate Professor of Public Health at the University of Ghana School of Public Health, where he teaches public health nutrition, but also runs a research program focused on maternal and child nutrition. He is consulting with Helen Keller International and will be sharing his findings on the regional implementation of the WHO guidance on ending inappropriate promotion of foods for infant and young children as part of the resolution 69.9 of the code. Over to you, Professor Ayete. Thank you, Manisha, and good morning, good afternoon to everyone. Can we go to the next slide? Okay, so this is continuing from where Ellen left off, and is part of the work that we have been doing. The goal of the work was to assess awareness and the extent to which ECOWAS and Central African countries have incorporated the WHO technical guidance recommendations that Ellen mentioned into national legislation, policies, and plans. Next. Okay, so what we did was to review existing legislation, regulations, policies focused on infant and young child feeding in the 2 sub-regions,
And then in addition to that, we also conducted an online survey that was administered via email to program managers in 23 countries. So we targeted 23 countries, but we actually got feedback from 16 of the countries. And for the review of the documentation, we used a checklist based on the WHO technical guidance document, again, focused on the 7 recommendations. Let me mention at this stage that we wouldn't have enough time in this brief presentation to provide the evidence on all the 7 recommendations. And so I would only provide a summary of some of them. My understanding is that very soon we would all have access to the full information soon. Now, so just a few of them that are relevant to the discussion that we are having. So to talk about the recommendation 2, which focuses on breast milk substitutes and also foods for infants and young children. And it's important to recognize that the recommendations, this particular recommendation affirms the code and subsequent World Health Assembly resolutions that prohibit promotion of breast milk substitutes. And for the avoidance of doubt, it also defines breast milk substitutes to include any milks, irrespective of the form in which it is presented or marketed for feeding infants and young children up to the age of 3 years. And so this would include, as has been described earlier, follow-up formula and then growing up milks. So with this in mind, if you look at what provisions have been made in country documents, and again, this is across legislation and also other policy documents relevant to infant and young children. This is the picture that emerges across the 2 sub-regions. If you look across the 2 sub-regions, those that are in red are the ones that have not provided any guidance in their documents related to recommendation 2. And we see that in both regions, there are quite a number of countries in that situation. But then there are a few in both West Africa and also in Central Africa that have only partially incorporated some of the guidance in recommendation 2 in their documents. And there are some that have only a little of those provisions in there. There's only one country that didn't have any information on this recommendation in its documents. Next, please. Yes. Now, moving on to recommendation 4. This is focused on providing messages along with the marketing of products that are targeted to infants and young children. And there are some provisions in the recommendation that I would like to just highlight before we look at the findings. So the recommendation indicates that messages that are used to promote foods for infants and young children should support optimal feeding guidance that are expressed globally in global guidance for infants and young children. And that these messages should not have any inappropriate messages as part of it, and that they should be easily understood and should be visible and legible for caregivers to be able to understand these messages. And then the messages should also include very key information related to the importance of continued breastfeeding for up to 2 years and beyond. And then also should have a message of the importance of not introducing complementary feeding before 6 months of age. On the other hand, it also provides information on, next please, yes. It should also not provide messages that include image, text, or other representation that might suggest the use of the product for infants that are less than 6 months old. Those are covered for in the code.
And then it should also not indicate information on messages that undermine or discourage breastfeeding or make a comparison to breast milk. They should also not suggest that a product is equivalent or even nearly equivalent, or on the other hand, superior to breast milk. It should not recommend or promote bottle feeding, and it should not convey any indication of endorsement by a professional body unless it's specifically approved by the country's regulatory authorities. Now, on the next slide, we will see that we've taken all these guidance in the recommendation, and based on that, we find that in the 2 regions, there are 14 countries that have some provisions in it. There's no country that met all the provisions in that particular recommendation. And you would see that the ones in orange are the ones that are probably the most. And it shows that many of them have very little provisions in their existing documents that are related to recommendation 4. And there are a few that have more than a little, but obviously has a lot more way to go across the 2 regions, sub-regions. Next. Okay, so the other one that I'll talk about is cross-promotion. Now, this is a promotion tool that companies use to market their products. And in the case of in children's feeding, the approach is to use the packaging and labeling information to be able to link the promotion of one product to a similar product as a way of promoting that other product. And in this case, as we see in the picture here, there's formula, and then there is another kind of food from the same company, and the design of the labeling is intended to promote the purchase of the other one. Now, the recommendation indicates that there should be no cross-promotion to promote breast milk substitutes indirectly via the promotion of foods for infants and young children. And in this, we find that actually there is one country currently that has provision in their regulation that is already passed, and that's Nigeria. It mentions that in its document, legal document, it defines it and also prohibits cross-promotion as indicated in the recommendation. Senegal also has a provision like that, but at the time that we were putting this information together, it had not already passed. It was in a draft form. It has not been passed. I'm not sure whether that has been done yet, but this is what we found at that time. Ghana is mentioned here only because it also mentions the idea of tie-in sales, which is linking the sale of one particular product to another, but it doesn't mention cross-promotion. So this is one recommendation that not many countries have done much about. Next. So based on these, and these are the ones that we can share at this time, given the time that is available to us, we conclude that there is a high awareness of both the code and then also the recommendations in the WHO technical guidance. However, the survey data shows us that there is limited understanding of the recommendations, and only a few countries have included all the code provisions to effectively promote, protect, and support breastfeeding. There are only a few countries, especially those in West Africa, that had documents that incorporate some of the 7 recommendations that have been mentioned. In fact, particularly recommendation 5 and recommendation 7 are one of those that many countries have not really had any provisions in their documents on. And the survey, however, identified that there are multiple opportunities for countries to build on the existing capacities that they have currently. And so based on that, we conclude, the next please. We conclude that a number of actions are needed to improve the situation in terms of existing guidance. And one of them is to develop
if it doesn't exist, to develop existing documents that are relevant to the recommendations in the technical guidance, or if it exists, to update the existing documents. And also there's need for awareness creation and capacity building in the countries that need to make these changes. And we recognize that the countries would need both technical and financial support to be able to develop or revise existing documents. So basically, this is what the situation is across those countries. And I'd like to thank, next please, I'd like to thank all those who have been involved in this process, from University of Ghana and also from Helen Keller and UNICEF. And thank you for your attention. Thank you, Professor Ayete, for that very comprehensive presentation on the status of the resolution 69.9. It's clear that there's a lot that needs to be done in the region. Our third presenter is Dr. Hannah Bekele. She's a senior nutrition specialist with over 2 decades of nutrition and public health experience. She is currently the Senior Nutrition Advisor at the WHO Afro Intercountry Support Team for East and Southern Africa. Dr. Bekele provides technical support in developing nutrition policy, strategic planning, monitoring and evaluation, technical support for essential nutrition services, prevention of childhood overweight and obesity, and emergency nutrition. She supports 20 countries in translating the WHO public health nutrition recommendations and policies into implementable programs. Dr. Bekele will discuss the importance of monitoring and enforcement and the WHO NetCode tools for ongoing and periodic assessments of the code. Over to you, Dr. Hannah. Thank you, Anisha, for your generous introduction. Dear participants and colleagues, good morning, good afternoon. I'm happy to be with you to celebrate the 40th anniversary of the code, and also to join hands with you to ensure all babies, regardless of where they are born, get the best possible start in life. Next slide. I am going to make a brief presentation on the NetCode toolkit as a monitoring framework for the code, and will begin by explaining why it is important to monitor the code, and also who should be monitoring the implementation and the enforcement of the code. Then I will provide a short description about the NetCode protocols and its implementation status, followed by summaries of key messages. Next slide, please. National laws for implementation of code can only be effective if governments monitor compliance to apply effective sanctions for violations. It is indeed important to endorse the regulations and enforce systems. And enforce systems for monitoring compliances for effective sanctions. Monitoring also provides information on the quality of the legislation, including possible weaknesses and loopholes to be addressed. For this to happen, a regular monitoring mechanism should be developed and funded from the outset. Without formal monitoring and enforcement mechanism, the code cannot be active to protect breastfeeding. Hence, it is necessary to all member states to fully commit to the code. Next slide, please. According to the Article 11 of the code, the primary responsibility of monitoring lies with the governments. However, manufacturers and distributors or breast milk substitutes
of breast milk substitute should also monitor their marketing practices at all levels according to the principles and aim of the code at this end. The non-government organization, institution, individuals are very important in drawing the attention of the manufacturers and distributors to activities which are incompatible with the code and inform the government to take action. So multi-sectoral collaboration is quite needed in this area. Similarly, health professionals and health managers have a responsibility for monitoring their practices in the healthcare settings, ensuring that no marketing takes place in the health facilities. Next slide, please. Now I'll talk about the NetCode as a monitoring framework since 2015. NetCode is as mentioned, is a network of global monitoring and support for implementation of the code and the subsequent relevant World Health Assembly resolutions. It also combines the efforts of civil societies, academics, and selected countries to establish standard for code monitoring. You can see the logos of all the partners involved in this. Next slide, please. Okay, next slide. The two protocols in this toolkit for the ongoing assessment and periodic assessment, while they are complementary, are designed to be used independently. Which one to initially implement will differ from country to country, and also depending on their specific context, resources, as well as the need for information. Next slide, please. Periodic assessment protocol helps to conduct a periodic assessment every 3 to 5 years to quantify the level of compliance with the national laws and the code and identify gaps and issues that will need to be addressed through policy and legislative measures, programming, and also investments. Implementation of periodic assessment has the advantage of providing quantitative estimates of violation to get an overall picture of the situation with respect to the code compliance. The information can be used to advocate the national authorities for strengthening the code, laws, and enforcement, or also budget to strengthen the ongoing monitoring. In addition, it enables trends in code compliance to be tracked over time. Periodic assessment can also be used to establish a baseline at the time of the new laws being introduced. Next slide, please. So in a nutshell, it assesses quantitatively the level of compliance with the provision of the code and the national measures, as well as also assess the trends and the changes in compliance over time, identify priority areas of code implementation and enforcement work, and also reveal gaps and limitation of national laws to be addressed through policy and legislative measures. Next slide, please. The periodic assessment targets several critical stakeholders, such as mothers, retailers, health workers, health facilities, and media channels. Hence, we have different modules. Next slide, please. This slide shows the implementation status of the periodic assessment protocol. As you see on the slide, quite a number of countries, not much, but completed the periodic assessment. Some have picked just one module, like Brazil, retail, and Dominican Republic, mothers only. And you also see on the chart from our continent, the ATNI, which is Access to Nutrition Foundation, did assessment in 3 countries, one of them in Nigeria. So the study published in 2018, assessing the level of compliance with the code for each of the 5 major baby food companies whose products were found in Lagos. So the ATNI used an early version
of the Netcode protocol to carry out the study. We will provide a link to the study in materials we are going to distribute shortly after this webinar so that people will learn more about that. And other countries are also in the planning stage: Panama, Russian Federation, Suriname, and Zimbabwe. Next slide, please. The ongoing monitoring system protocol relates to the setting up of an ongoing government-run monitoring system, ideally integrated into the existing regulatory and enforcement system, to continuously monitor, adhere to the code in a systematic and sustainable way, to take immediate enforcement action. The protocol also provides a step-by-step guide for countries to set up a system so that violations can be detected, documented, investigated, validated, and punished and or reported. So the main areas that the ongoing monitoring system helps us to do is to detect, document for sure, and report the violation, and also investigate and validate whether the reported activities are indeed violations, and also help to activate enforcement mechanism that would stop such violation. And of course, also hold manufacturer, distributors, retail outlets, a healthcare system, and healthcare workers really to account for their breaches of national laws and or the code. Next slide, please. In terms of the implementation status of ongoing monitoring, as you see, the system is working in 12 countries on developing ongoing monitoring system. Already there's an online reporting now operative in Oman and Sri Lanka. Violation is also are being reported in Cambodia and Kenya. And planning activities also underway in Armenia, Bangladesh, Brazil, Dominican Republic, Jordan, Mexico, Pakistan, and Thailand. Next slide, please. In summary, it's not enough to simply translate the provision of codes into the national legislation. We understand it is very important for each country to have a monitoring system in place to monitor the code's legislation. So to ensure that the provisions are complied with to protect and promote the health of the children. It's also important when a national law does not exist, monitoring compliance with the provision of the code is still considered to be essential for future actions and advocacy. So additional actions need to be put in place to strengthen the community networks that continue to protect and promote and support breastfeeding, because the code itself wouldn't bring almost everything that we want, but we also need to support the infant feeding programs at the community level, and also create monitoring systems that track the progress of policies that are developed and being implemented, the programs that are put in place, and also funding that has been applied to this program to see how much the government and others are contributing to really to promote breastfeeding in their countries. I think with this, I will end and I will hand over back to Manisha. Thank you very much for listening. Thank you, Hannah, for that great presentation on the Netcode tools. I'm actually going to hand it back to you to moderate the second session of this webinar. Thank you. Thank you very much. Dear participants, the next session is on the monitoring and enforcement of the code in West Wakar, with a focus on the country experiences and lessons learned. Our speakers include Dr. Kwame, Eva Edwards, Simon Naman, and Edward Zerbo.
The apologies for not pronouncing the name properly. The first presenter is Dr. Kwame. Dr. Kwame is the coordinator of the National Nutrition Program at the Ministry of Health, Côte d'Ivoire, since 2017. He has 18 years of experience in public health, with 12 years in humanitarian work, nationally and internationally at UNICEF and WHO. He will share the experience of Côte d'Ivoire with periodic monitoring results and lessons learned. Dr. Kwame, over to you. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Dans la suite donc, des présentations précédentes, je vais vous parler de l'évaluation des violations du code de commercialisation des substituts du lait maternel dans les structures de santé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Diapo. Ma présentation donc, se fera autour des points suivants, donc une introduction suivie de l'objectif et de la méthode de l'étude. Nous allons passer en revue les étapes de l'étude suivies des résultats clés et enfin, quelle est l'utilisation des résultats de l'étude. Diapo. En introduction, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a adopté le 6 juin 2013 le décret portant réglementation de la commercialisation des substituts lait maternel, suite donc à son engagement au cadre global de réglementation. Il est prévu 3 arrêtés d'application en cours d'adoption en vue de renforcer donc notre réglementation. Malheureusement, notre contexte est marqué par la violation non encore quantifiée de ce code et l'insuffisance des données factuelles ne permet pas d'apprécier malheureusement l'étendue des violations. D'où cette étude que nous avons donc réalisée et avec pour objectif, diapo, d'évaluer les violations donc, du décret national réglementant la commercialisation du substitut maternel dans les établissements de santé auprès des mères d'enfants de moins de 24 mois. Plus spécifiquement, il s'agissait d'estimer la prévalence de l'exposition à la commercialisation des substituts chez les mères d'enfants de moins de 24 mois. Ensuite, mesurer la prévalence des interactions entre les professionnels de santé et les représentants des entreprises. Et enfin, évaluer la quantité et le contenu du matériel trouvé dans les établissements de santé. Diapo. L'étude a suivi la méthodologie de notre code, conformément donc au protocole standard d'évaluation périodique de commercialisation des substituts lait maternel avec le module mère et établissement de santé. Nous avons procédé à des interviews structurées avec le personnel de santé, des interviews structurées avec les mères des enfants de 0 à 23 mois. Nous avons procédé à des observations dans les centres de santé et dans les maternités. Et enfin, nous avons procédé à l'analyse de la conformité des matériels promotionnels trouvés. Diapo. Quelles sont les étapes donc, de l'étude? Nous avons, diapo, nous avons procédé au recrutement d'un cabinet pour conduire l'étude. Cela est passé par le passage en revue du module du protocole destiné aux établissements de santé des mères par un groupe de travail technique que nous avons mis en place. Nous avons procédé à l'adaptation du manuel national des outils de collecte. Par la suite, nous avons procédé au recrutement et à la formation des enquêteurs, suivi d'un pré-test pour donc réviser les outils qui devaient servir à l'évaluation. Diapo. La phase de collecte s'est déroulée en octobre 2019 à l'aide de smartphones, à travers des interviews avec les cibles et des observations réalisées dans les établissements. L'analyse descriptive s'est faite à l'aide du StarTAC. Des tests de Key carré ont été utilisés pour vérifier la signification statistique des différences trouvées entre les valeurs des variables. Diapo. Suite donc à l'étude, à l'enquête de terrain, nous avons procédé, après donc la collecte des résultats,
partagé au cours d'un atelier, donc restitué les résultats en mars 2020 avec les parties prenantes clés de l'allaitement. Cela sous la supervision du directeur général de la santé et également du point focal CERN de la présidence en vue de donner un caractère donc officiel à nos résultats. Diapo. Quels sont donc les résultats clés de notre étude? Ce qui ressort donc de cette étude, c'est que plus de 30% des prestataires de santé contactés ont été donc, se sont vus proposer des parrainages d'activités par le personnel ou des représentants ou distributeurs d'industrie comme Nestlé, Danone, France Lait ou pharmacie, Family Laboratoire ou Laboratoire Mami. Ce sont ces firmes-là qui ont donc, au cours de notre étude, sont vus proposer des parrainages aux prestataires de santé. C'est environ plus de 60% des prestataires de santé qui ont été contactés par ces firmes. Nous avons noté également que plus de 50% des prestataires de santé contactés se sont vus proposer ou ont reçu du matériel informatif ou éducatif. Aussi, c'est environ 40% des prestataires de santé qui ont été contactés à travers plusieurs moyens, dont des objets promotionnels, des cadeaux, des moyens subtils d'établissement pour établir une relation de confiance qui ont été utilisés dans plus de la moitié des établissements de santé. Diapo. Quels sont les résultats en termes de contact avec les agents de santé? Il ressort que 81 agents de santé ont été contactés par des entreprises de substituts de lait maternel au moins 174 fois. Sur ces agents de santé, 79% des cas, les entreprises ont demandé à établir un contact direct avec le personnel de santé des établissements sanitaires. Et également, il a été noté que 28% des mères des entreprises ont établi des contacts avec les mères. Diapo. L'exposition aux équipements matériels éducatifs informationnels d'information, l'évaluation a révélé que 66 articles trouvés dans l'établissement sanitaire étaient des équipements ou du matériel de promotion, d'éducation et d'information portant des logos d'une entreprise de substituts de lait maternel, à savoir Nestlé, France Lait, donc les marques courantes que nous avons constatées. Sur ces 66, on a noté que 27% d'entre eux étaient destinés aux agents de santé et 66% d'entre eux étaient destinés aux mères et au grand public. Diapo. Sur la conformité donc de ce matériel d'information, l'examen de ces outils ont permis de révéler que seulement 4 d'entre eux sont conformes, selon donc le netcode, l'outil utilisé. Diapo. Diapo. Sur l'exposition des mères, diapo, au conseil sur les substituts de lait maternel, nous avons trouvé qu'environ 65% des mères ont été exposées à des formes de publicité sur les substituts de lait maternel ou des produits, à savoir biberon ou tétine, destinés à l'alimentation des enfants âgés de moins de 36 mois. Diapo. C'est environ 56%, 55,6% des mères qui ont reçu des conseils pour donner à leurs enfants de moins de 6 mois des produits alimentaires autres que le lait maternel. Diapo. Et on a noté que 7% des mères ont reçu un échantillon de produits lactés pour nourrissons âgés de moins de 36 mois. Le personnel de santé a été cité dans 35% des cas. Diapo. Encore sur l'exposition des mères aux messages promotionnels sur les substituts en dehors des établissements de santé, nous avons noté que 67% des mères avaient entendu ou vu à travers donc, la radio, télé, aux journaux ou d'autres supports, un message en lien avec les produits lactés ou des biberons tétines. Et environ 43% des mères avaient été conseillées de nourrir
leur enfant par un produit autre que le lait maternel au cours des 6 derniers mois, conseil reçu par un parent. As crianças menores de 6 meses com substituto materno por pessoal de saúde ou algum intermediário, alguém que trabalha em uma farmácia. L'étude a également exploré la connaissance des agents de santé sur le NetCode. O estudo também explorou o conhecimento dos agentes de saúde sobre o Código ou Decreto Nacional de 129 agentes de saúde entrevistados. 118 não tinham nenhum conhecimento sobre o código. Apenas 11% tinham, ou melhor, 11 pessoas tinham conhecimento do código e observou-se que uma única pessoa tinha recebido uma formação sobre o código. Aqui são algumas imagens que encontramos nos centros de saúde que visitamos, que são cartazes ou caixas para canetas e lápis, ou estão estampados na roupa do pessoal. Considerando esses resultados, caros participantes, que nos permitem ver o alcance da violação do código, nós iremos integrar esses resultados nas nossas intervenções futuras e que vão abordar as abordagens relacionadas às instituições sanitárias amigas dos bebês. Également, results to provide a guide on a guide for the health centers and also have some actions to get better results. I would want to conclude by presenting to you this link. We invite you to visit. This was a documentary which was prepared by Le Monde, which is focusing on Côte d'Ivoire and the influence of agribusiness firms, companies, and we invite you, encourage you to work them. On this, please, I would want to thank you for your trust in our work. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kwame, for your presentation. Beaucoup, Dr. Kwame, pour votre exposé. Le prochain orateur the next presenter sera, just a second. Une minute, si vous le permettez. Is going to be made by Eva Edward. Eva Edwards, qui a une expérience de plus de 20 ans en matière de nutrition, sécurité alimentaire et administration de médicaments. E é um representante da Nigéria na Comissão para a Nutrição e a L'expérience du Nigeria et ce qui est en cours au niveau de l'Agence nationale, au niveau du NAFDAC, pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations du Code relativement à la commercialisation des produits de substitution au lait maternel. Eva, vous avez la parole. Thank you, Dr. Bekele. Merci beaucoup, Dr. Bekele. Honorables orateurs, chers participants, je vous envoie mes chaleureuses salutations depuis le Nigeria. C'est avec plaisir que je vais partager l'expérience du Nigeria dans la mise en œuvre de systèmes de conformité aux dispositions du Code relativement aux produits de substitution au lait maternel et autres produits de... Je vais vous présenter donc ce qui se passe au Nigeria relativement au Code. La mission de NAFDAC, le système de suivi de la conformité au règlement, l'application des règlements, les facteurs de succès essentiels, les difficultés, les leçons tirées et les prochaines étapes. Diapositive suivante. Il a fallu 38 ans donc d'intervention pour amener le Nigeria à avoir un cadre de réglementation et judiciaire qui est celui qu'on a aujourd'hui. Notre première mesure
était en 1986 et qui était donc le code d'éthique, le code de déontologie pour la commercialisation des produits. Je crains que je vais reprendre. On était un des premiers pays qui avait voté pour l'adoption du code en 1981. En d'autres termes, il a fallu revenir sur le Nigeria et travailler pour la mise en œuvre des dispositions de ce code dans leur intégralité à travers des mesures nationales. Et je vais vous dire quel est le chemin que nous avons parcouru depuis 1981 et ce que nous avons pu faire. Il a fallu donc 38 ans depuis 1981 pour obtenir le cadre réglementaire que nous avons aujourd'hui. La première mesure nationale a été prise en 1986. Il s'agissait d'un code de déontologie. En 1990, il y a eu un décret qui fut amendé en 1999 et la législation fut adoptée en 2005. Et ces textes ont été soit révisés, soit abrogés et remplacés et portés donc sur les résolutions portant sur des questions assez importantes comme les conflits d'intérêts, donc le parrainage de réunions et autres activités des centres de santé et du personnel de santé. Je vais passer maintenant à la mission du NAFDAC relativement au code. L'amendement de 1990 de la loi avait désigné le NAFDAC comme l'agence de mise en œuvre des dispositions du code. Nous devions coordonner les activités de la mise en œuvre des règlements nationaux, le suivi de la conformité, du respect des règlements nationaux et leur application. Quel est le système que nous avions mis en place pour assurer le suivi? L'idée était d'institutionnaliser le suivi and effectively, not only at the pour national arriver à un travail plus efficace au niveau national, mais également sous-national, au niveau des collectivités locales et même des communautés. Nous avions donc mis en place un comité technique national qui devait apporter des conseils, de l'assistance, du soutien au NAFDAC pour la mise en œuvre des dispositions de la réglementation nationale. Le NAFDAC est donc le secrétariat et comme je l'ai dit, les entreprises étaient exclues de cet organe pour des décisions, pour des raisons évidentes. Il s'agissait d'une réglementation nationale. Donc, les membres venaient des ministères concernés, des associations de personnel de santé, civil society organizations. D'experts en code et de partenaires au développement. Nous avions désigné donc des représentants dans chaque bureau de NAFDAC et ils devaient être présents dans les 36 États du Nigeria et dans la capitale fédérale. Nous avions donc mis en place des équipes de suivi avec un coordinateur NAFDAC et des responsables de bureau dans chaque État. Also, we have the state nutrition officer, également accompagné de statisticiens. Nous avions donc des responsables au ministère de la Santé, mais également au niveau des agences de développement des soins de santé. Ce sont des personnes qui ont été formées en matière sur le code, mais également sur la réglementation nationale, pour leur donner les moyens d'avoir les connaissances nécessaires pour mener les activités de suivi. For independent monitoring by code watchers. Le système prévoyait également des outils de suivi qui avaient été mis en place par des experts pour permettre de rapporter les violations. Nous avons un plan stratégique qui doit servir de feuille de route pour la mise en œuvre effective et efficiente, mais également pour le suivi et l'application de la réglementation nationale. Nous avons quelques activités en soutien donc aux activités de suivi. Il s'agit de la formation des agents de santé ainsi que des journalistes, l'identification donc des violations et qu'il faut rapporter pour empêcher que ces violations ne se répètent.
On assure la formation du personnel technique de NAFDAC pour l'enregistrement et l'étiquetage tel que requis pour ce qui est des produits afin de respecter la réglementation. Nous avons également des activités d'inspection post-enregistrement qui nous mènent auprès des lieux de revente où l'on vérifie les étiquettes pour empêcher toute activité de promotion à travers donc des étals spécialement prévus pour ces produits. Nous avons des activités de soutien du système de suivi de la conformité. Nous avons les protocoles Netcode, mais également d'autres outils. On cible les centres de santé, les personnels de santé, les femmes, les magasins de détail. Nous avons également des manuels de formation avec des modules spécifiques, car on a voulu assurer l'harmonisation et la structuration de la formation. Nous avons également des notes de plaidoyer s'adressant aux leaders principaux au niveau religieux, des médias, des décideurs, des législateurs, des familles et des professionnels de la santé. Nous avons également des messages clés sur donc l'allaitement maternel à travers des programmes de radiodiffusion et de télévision. Nous avons élaboré une loi, un système pour le suivi en temps réel et cela attend son déploiement. Diapositive suivante, vous avez ici deux donc brochures qui indiquent l'importance de l'allaitement maternel que nous avons diffusées dans les soins de santé. Et c'était la meilleure preuve pour nous que donc ces dispositifs de suivi étaient bien mis en œuvre dans les centres de santé. Comment procédons-nous à l'application, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour le respect de la réglementation? Lorsqu'il y avait des violations, on envoyait une lettre à l'entité qui avait procédé à cette violation et des mesures étaient dès lors activées avec des sanctions, des mesures dissuasives et autres pénalties. On leur envoie des lettres d'avertissement et il y a même des donc amendes. Et cela est envoyé lorsqu'il y a contact pour promotion auprès des personnels de santé ou des maires et autres. Diapositive suivante. Il s'agit là de vous présenter les facteurs essentiels pour garantir le succès. Ce sont des éléments que nous avons pu identifier comme essentiels. Avoir une autorité compétente établie par la loi pour assurer le suivi et l'application de la réglementation. Il fallait commencer par passer en revue ce qui se faisait jusque-là. L'autre facteur, c'est d'avoir un engagement, une volonté politique au plus haut niveau et de façon durable par rapport à la mise en place du NAFDAC et ses partenaires. Et cela permet de garder l'attention au plus haut niveau sur cette entité. Il faut également avoir un comité technique national sur le code, mais également il faut... Sobre o código, e teríamos que formar também, fazer uma atualização dos peritos e outros formadores. Não se pode insistir suficientemente na coordenação e colaboração com os diferentes intervenientes, como também é importante ter uma estrutura de governação bastante forte a nível nacional e ao nível descentralizado. E é também importante a capacidade da pour les produits de substitution au lait maternel. C'est l'occasion donc d'empêcher toute violation à travers l'étiquetage ou la promotion par les entreprises. Il faut également un appui financier des partenaires au développement et aux autorités. Et là, je voudrais indiquer que l'UNICEF, l'OMS
et également des initiatives comme Save the Children. Diapositive, s'il vous plaît. Il y a eu des difficultés rencontrées. D'abord, l'insuffisance des budgets ou des fonds pour les activités sur le code et une surdépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds. Il fallait donc des lignes budgétaires pour plus de durabilité. Il y a très peu de personnel formé sur le code, personnel médical. Et il faut dès lors rectifier cela par des activités de renforcement de capacité. Nous n'avons pas des responsables sur place spécialisés dans ces produits de substitution au lait maternel. Et il faudrait en avoir dans chaque État et que cela soit formé. Il y avait très peu de connaissances ou même de connaissances du code ou de la réglementation nationale parmi les personnels de santé, les médecins, les maires et le grand public ou les fabricants ou commerçants qui s'activaient autour des préparations pour nourrissons. La formation et le recyclage est important. Et il faudrait également, on a eu des campagnes au niveau des médias avec des programmes à la télévision, à la radio pour le plaidoyer. Nous, on utilise également donc les dispositifs qui existent pour davantage de sensibilisation au niveau national. Un système ad hoc de suivi de la conformité donc était une difficulté, d'où la création d'un système de suivi structuré qui était le plan stratégique. Voici une photo qui avait été prise lors de la semaine mondiale pour l'allaitement maternel pour la sensibilisation. Vous voyez les médecins et quelques infirmières et sages-femmes. Ensuite, vous avez un des diapositives suivantes, une affiche que l'on a trouvée lors d'une visite dans une structure de santé et cela est un excellent moyen pour faire passer nos messages. Quelles ont été les leçons tirées? Diapositive suivante. Nous avons eu donc qu'il y avait des moyens novateurs pour le financement qu'il fallait trouver. On a trouvé également les moyens d'assurer la gouvernance et la coordination du système, des mesures pour la résilience du système et sa durabilité, la collaboration. Et avec des chocs tels que la COVID-19 et autres, on s'est rendu compte que le système était assez durable en termes de financement et de personnel bien formé, avec une masse critique de partenaires. On s'est également rendu compte que la collaboration avec toutes les parties prenantes était essentielle pour un suivi et la mise en œuvre. On a eu des champions du code, des vigiles du code, des experts et des formateurs. Et la formation, le recyclage, la sensibilisation des différentes parties prenantes sur la mise en œuvre effective ou efficace, le suivi et l'application de la réglementation nationale. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Le rapport d'étape de 2020 indique que le Nigeria était l'un des 11 pays qui ont adopté une nouvelle législation liée au code ou amendé les mesures juridiques existantes depuis le dernier rapport. Et la réglementation nationale a été trouvée essentiellement alignée. On voudrait donc corriger les insuffisances de nos mesures juridiques, améliorer les mécanismes de financement et qu'on assure la conduite de toutes les activités nécessaires. On voudrait encourager la recherche, intensifier les mesures de suivi et d'application de la réglementation. En conclusion, on peut dire que le Nigeria a accompli des réalisations depuis assez longtemps. Cependant, cela, il faudrait poursuivre les échanges
Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je repasse la parole au modérateur. Merci à tous. Anna? Dr. Anna Bekele, we cannot hear you. Are you connected? Oh, sorry. Yes. Yeah, Over to now, you. okay. Désolé. Je vous remercie, Eva, pour cette présentation très fouillée. Nous sommes un peu en retard et j'espère qu'on pourra terminer l'atelier. Notre prochain orateur, c'est Simeon Nanama de l'UNICEF. Il va donc résumer le débat et il va nous parler des perspectives d'avenir, surtout pour la mise en œuvre. Il est le conseil régional en matière de nutrition pour l'UNICEF Wakaro et il a plusieurs années d'expérience à appuyer les gouvernements dans le domaine des programmes de nutrition, le plaidoyer et la gestion des programmes. Siméon sera suivi d'Edouard Zerbo, qui est le coordonnateur des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, de IPFAN, qui est le réseau d'action pour l'aliment de bébés international. Merci, Hannah. Je vais donc partager ce créneau avec Dr. Edouard Zerbo. Edouard, je vais commencer en rappelant quelques étapes clés et après, vous pouvez également partager vos perspectives d'avenir. Suite au formidable exposé que nous avons entendu, nós ouvimos aqui boas apresentações e, na verdade, ter uma legislação nacional to also ensure that that legislation is monitored and is enforced. Suivi et mise en œuvre. Et pour que cela ait lieu, à partir de ce qui a été dit dans les différents exposés, voici quelques points clés qui ont attiré mon attention et qu'il est important de partager avec vous tous. Tout d'abord, il est important d'avoir une autorité compétente identifiée et établie par la loi pour suivre ce code de mise en œuvre. Le modèle présenté par le Nigeria, NAFDAC, est très clair pour expliquer comment le système marche quand il est bien créé de façon très structurée. Il est également important d'avoir un comité national technique qui comprend tous les acteurs, sans exception. Bien sûr, sans les fabricants de lait de nourrissons qui ne peuvent pas faire partie de ce comité pour des raisons évidentes. La formation et le renforcement des capacités du personnel dans ces entités juridiques établies par le gouvernement est important si vous voulez avoir un mécanisme de suivi et de mise en œuvre efficace. Cette formation doit être faite de façon régulière et cela nécessite la création d'un groupe de formateurs pour s'assurer que le système fonctionne de façon pérenne. Mais au-delà du personnel, et au niveau de l'administration et des institutions pour la mise en œuvre du code, il y a lieu de renforcer les capacités des travailleurs de santé, des journalistes et des communautés. Nous avons vu dans la présentation faite par la Côte d'Ivoire sur les 129 travailleurs de santé interrogés, il n'y a qu'un qui a été exposé à la formation sur le code et cela est très frappant. Et cela veut dire que nous devons utiliser tous les domaines et tous les créneaux pour s'assurer que les travailleurs de santé sont exposés au code
étant donné l'importance de leur rôle pour transmettre les bons messages aux mères et aux soignants. Et il est bon de noter que la Côte d'Ivoire a déjà commencé la révision de cette initiative de structure sanitaire amie de bébés et du matériel Ange pour s'assurer que certains travailleurs de santé sont exposés au code. Un autre élément important est l'enregistrement des produits. Bien sûr, si vous n'avez pas enregistré le produit, il sera très difficile de faire l'inspection et le suivi de ces produits. Et dans tout cela, il est important de s'assurer que le gouvernement montre un certain niveau d'engagement. Et comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de créer un organe juridique pour la mise en œuvre et aussi s'assurer que cet organe a les ressources requises pour faire un bon suivi et une bonne mise en œuvre de cette législation. Et bien sûr, il faut les partenaires au développement qui doivent continuer à appuyer l'État sur le plan technique et financier. Voilà ce que j'ai pu réunir après avoir écouté les différents exposés. Et maintenant, je vais remettre la parole à Edouard Zerbo, qui va également ajouter ses points de vue. À vous, Edouard. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je pense que effectivement, de tous les exposés que nous avons eus, je suis conscient que la difficulté au niveau de notre région reste effectivement au niveau d'abord de l'adoption des documents au niveau national. Et en plus de ça, il y a la question du suivi qui se pose avec acuité. Néanmoins, je voulais également, avant de revenir sur ces deux points, et parler de l'expérience du Burkina qui a récemment adopté un nouveau décret. Et effectivement, le Burkina Faso a pu, depuis 1993, adopter un décret faisant office donc... A decree which is similar to the code. And this decree had certain shortcomings because beyond the initial document, we also had the... qui n'était pas donc prise en compte. Et aussi, des évaluations avaient montré que au niveau donc de ce décret, il y avait des insuffisances, notamment au niveau du système de suivi et au niveau surtout des sanctions. Parce qu'il y avait quelques enquêtes qui ont été faites, qui ont montré qu'il y avait des violations, que ce soit tant au niveau des publicités, au niveau du grand public, au niveau des services de santé, comme celui de la Côte d'Ivoire a bien signifié, et aussi, bien sûr, au niveau des pharmacies, des points de vente et autres. Cependant, on avait initié en 2002 un processus de révision de ce décret qui, malheureusement, a connu des difficultés et n'a pas abouti. Et ce n'est qu'en 1996 qu'on a initié de reprendre ce processus pour pouvoir vraiment intégrer les nouvelles dispositions et les nouvelles recommandations. C'est ce processus qui a heureusement abouti en cette année 2021 et je crois que c'est le 7 avril, non 7 mars plutôt, 2021 que le Burkina a pu adopter à travers le Conseil des ministres le nouveau décret qui comprend 3 documents. Notamment, il y a un décret portant bien sûr sur tous les aspects, que ce soit donc le but du décret, sur les aspects effectivement produits visés, les définitions. Donc ça, c'est dans un décret qui a été adopté en Conseil des ministres. Il y a eu 2 autres documents, notamment un arrêté interministériel qui devait être co-signé par le ministre du Commerce, le ministre de la Santé, le ministre de l'Élevage, le ministre de l'Agriculture, qui fait office de document portant à réglementation des publicités et de la commercialisation. Donc, tout ce qui est aspect communication, aspect publicité, c'est réglé par ce 2e document. Le 3e document porte notamment sur un arrêté interministériel également des 4 départements ministériels. Et cet arrêté-là devrait permettre de faire le suivi même du document après adoption. Et donc, tous ces 3 documents ont été adoptés ensemble en Conseil des ministres, mais on n'a pas encore les versions officielles signées après le Conseil des ministres. Donc, pour revenir à la question de
l'adoption des lois au niveau des différents pays, IPFA, en tant qu'organisation d'appui au niveau des ministères de santé, a fait un travail depuis donc l'adoption du code pour accompagner les différents pays de la sous-région et à travers notamment l'appui technique de ICDC. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a beaucoup de violations, ne serait-ce que même de visu à travers quelques photos. Et je pense que ce travail qui a été longtemps fait par IPFA devrait être accompagné et pouvoir aider les pays à pouvoir suivre réellement ce qui est fait comme violation au niveau des pays. Et comme l'a dit un des présentateurs, c'est important que ce soit ces violations-là qui soient rapportées pour pouvoir faire le plaidoyer, parce qu'au niveau des différents pays, beaucoup ignorent encore qu'est-ce que ça veut dire le code, qu'est-ce que ça veut dire les violations du code et quel est l'impact vraiment sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et enfin, je dirais, c'est de faire en sorte que tous les pays de notre sous-région puissent effectivement être accompagnés, comme on l'a dit, en termes de formation, en termes d'appui technique pour pouvoir effectivement élaborer des lois qui puissent vraiment tenir la route. Comme je l'ai dit, le cas du Burkina fait légion parce que après l'adoption de ces décrets en Conseil des ministres, on reçoit toujours des questions, des explications qu'on doit donner, pourquoi on a revu la loi, pourquoi on a adopté, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas en faveur de cela et je crois que ça reste un défi permanent de pouvoir soutenir les pays et pouvoir suivre ce qui est fait. Voilà un peu ce que je voulais ajouter et merci. Et en tout cas, félicitations. Je pense que 40 ans, c'est vraiment l'âge de sagesse et j'espère que le code, dans sa sagesse, permettra effectivement de promouvoir tout ce qui est droit, tout ce qui est vraiment protection de l'allaitement. Merci. Thank you very much, Edouard Zerbo. Merci, Edouard Zerbo. Je voudrais également souligner certains points qui sont les étapes suivantes et cela peut varier selon le stade où se trouve chaque pays. J'ai l'impression que la première étape consiste à créer un groupe, un petit noyau pour adopter un agenda très clair sur la façon d'aborder cette question avec des objectifs clairs pour avancer sur le code. Ensuite, il est important d'évaluer les besoins. Par exemple, est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur l'utilisation et la commercialisation des substituts au lait maternel et d'autres produits des enfants? Si vous n'avez pas suffisamment d'informations, il faut faire de votre mieux pour réunir cette information. Il faut également évaluer les différentes mesures juridiques existantes et les carences. Le mécanisme seul n'est pas suffisant. Il faut également voir si le mécanisme est déjà en place, est-ce qu'il est mis en œuvre? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour ajouter à ce qui existe déjà? Il faut également définir les champions. Le Nigeria en a parlé, les gens qui appuient le code. Mais au-delà des champions, il faut également voir qui est contre le code. Si vous savez qui est contre votre agenda, vous pouvez naviguer à travers les défis. Il faut également identifier le budget et les sources de financement. Il faut identifier l'assistance technique requise, vous l'avez dit. Et au niveau régional, le groupe à l'UNICEF est prêt pour vous appuyer aux besoins. Ceci étant dit, je vais remettre la parole à Hannah pour la suite. Merci. Merci Siméon et Edouard pour avoir résumé nos échanges, pour avoir identifié les perspectives d'avenir. C'est bien noté. Je voudrais également remercier tous les présentateurs aujourd'hui d'avoir partagé leurs expériences sur le code et qui nous ont parlé de la mise en œuvre de ce code. Maintenant, je vais remettre la parole à Dr Namoudou Keita de l'OAS pour ses mots de clôture. À vous, docteur. Merci beaucoup.
à tous les présentateurs pour les excellentes présentations. Merci aussi à tous les participants qui ont pris le temps d'assister à ce webinaire très important, 40 ans après l'adoption du Code. Et aussi les échanges des propositions qui sont faites par rapport aux prochaines étapes qui doivent suivre cet important webinaire. L'OAS, encore une fois, est très heureuse d'avoir collaboré avec des partenaires clés, ici comme l'UNICEF, comme IFPRI et l'OMS et aussi l'IBFAN, ainsi que les pays qui ont présenté leur expérience, qui sont très utiles. Nous voyons que nous avons abouti quand même à des conclusions qui nous interpellent. Je retiens que non seulement les pays doivent développer une législation pour pouvoir appliquer ce code, mais aussi se doter de mécanismes pérennes pour pouvoir appliquer effectivement ce code et suivre au fur et à mesure de l'évolution des politiques et des systèmes de santé. Ceci est fondamental. Nous voyons le rôle que les pays doivent jouer car ils sont les premiers concernés par les effets directs de l'application du code sur les populations respectives, mais aussi tous les partenaires à l'échelle régionale et internationale sont également interpellés pour venir assister les pays. Et je salue également la proposition qui est faite par l'UNICEF à travers Dr Siméon pour la création d'un groupe au niveau régional pour pouvoir suivre un peu ce mécanisme au niveau régional, mais aussi je pense que les pays doivent aussi continuer à se servir de l'expérience du Nigeria pour avancer. Et nous pensons que ce cas pourrait mériter des études, des voyages d'études s'il le faut, que nous pouvons faciliter pour se servir de l'expérience du Nigeria. Également, nous pensons que nous devons ensemble voir comment davantage évaluer les besoins et également comment définir certains champions dans notre sous-région. Tout ceci, en partenariat multisectoriel, nous allons pouvoir arriver à faire quelque chose au niveau régional, mais aussi à inciter les pays à en faire autant. Nous sommes en tout cas très enthousiastes quant aux prochaines semaines et mois qui vont suivre pour voir comment on peut faire le suivi de ce webinaire important qui marque donc la redynamisation de l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Encore une fois, l'OAS est très contente de l'enthousiasme créé par ce webinaire, des résultats auxquels nous avons abouti. Et nous espérons que, ensemble avec les pays et les partenaires, nous arriverons à faire avancer cet agenda dans notre sous-région. Ceci dit, nous remercions encore à tout le monde. Je sais que les organisateurs que nous sommes, nous allons partager non seulement la documentation de ce webinaire, mais aussi le rapport issu, ainsi que les recommandations ici. Nous vous remercions vraiment pour votre aimable participation et nous déclarons clos ce webinaire et à la prochaine. Merci à tous et à toutes. Thank you very much. Now I hand over to Sophie. Merci beaucoup. Je remets la parole à Anne-Sophie. Je vous remercie tous.